Bienvenue, vous êtes dans Caféine. Caféine est une émission au cœur des institutions. Je vous donne des informations. L'actualité des hommes, des femmes, des dirigeants de ce monde, c'est aussi une actualité précise. De Bruxelles, Caféine vous fait découvrir le monde. Nous allons un peu partout où vous êtes. Dans le souci de pouvoir vous donner une information nette et précise, Caféine, c'est l'Afrique autrement. C'est une autre image de ce que font nos diasporas. Je suis à bâton rompu avec mes invités. Je reçois des personnalités, des acteurs, des sportifs, des entrepreneurs, mais aussi des acteurs de la société. Vous voulez en savoir un peu plus sur la marche du monde, sur comment fonctionne la cité. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes dans Caféine, le café de l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Caféine. Je suis Marvin Loti-Lutoadio. Les diasporas font un travail de fond dans la construction et le développement de nos pays d'origine. Et Caféine va toujours à la rencontre des jeunes qui se démarquent, qui font un travail de fond, un travail remarquable, un travail qui profite aux populations tant sur le niveau local au niveau national. C'est la raison pour laquelle je rencontre aujourd'hui un jeune homme. Il est à la tête du JRB. Le JRB, c'est le groupe d'information pour le renforcement du bien-être. Pas seulement le JRB, mais également d'autres structures que nous allons découvrir et qui font un travail de fond sur le terrain au niveau de la RDC. Monsieur Yves Katoumboué, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans Caféine. Merci beaucoup. Alors, pour tous ceux qui nous suivent et qui veulent connaître qui vous êtes, qui est Yves Katoumboué et qu'est-ce qu'il fait, plus ou moins, quel est son parcours? Mon parcours, Yves, c'est un jeune d'origine congolaise. Je suis né en RDC et je suis arrivé en Belgique en 2008 pour continuer mes études. Et j'ai fait un cursus scolaire, donc j'ai fait le droit à l'Université du Travail de Charleroi et j'ai fait un master en sciences du travail et développement social à l'Université libre de Bruxelles. D'accord. En résumé. D'accord. On part du droit du travail. Exact. Et finalement, comment est-ce que vous arrivez finalement à devenir directeur du JRB? On va en parler du JRB, mais d'où vient cette volonté et cette soif d'être actif dans l'associatif? Oui. J'ai tout un parcours, mais ce parcours, je le dois aussi à ma mère. Donc ça, je ne dois pas l'ignorer. Mais au sein de la structure JRB, j'ai fait tout un parcours. J'ai été bénévole au sein du JRB, j'ai été animateur, j'ai été assistant juridique. Et pour finir, depuis 2012, j'ai été directeur, donc j'ai été nommé directeur au sein de la structure. Donc voilà un peu mon parcours en résumé pour ne pas s'étaler. En profondeur, que fait le JRB? Comment est-ce qu'il effectue plus ou moins ses réalisations sur le terrain? Parce que vous êtes très présent à Charleroi. Exact. Est-ce que vous savez nous expliquer ce que vous faites, ce que fait le JRB au niveau de Charleroi? Oui. Au niveau de Charleroi, le JRB a pour mission l'orientation, l'information et l'accompagnement de toute personne vivant en situation de précarité. Donc on a des ateliers de conversation qui sont organisés au sein du JRB. On a une plateforme socio-juridique, on participe aux plateformes socio-juridiques. On a des permanences sociales, permanences juridiques. On a une école de devoirs et on a des ateliers citoyenneté auxquels il y a un grand nombre de publics qui participent. Alors, un grand nombre de publics qui participent. Je vois que vous êtes très actif également avec les primo-arrivants. Exact. Comment se présente la situation avec les primo-arrivants et les nouvelles législations au niveau de la Belgique, par exemple, pour vous qui êtes à Charleroi avec cette structure? Oui. Au niveau de la Belgique, en fait, les lois évoluent souvent. Hein. Donc, surtout pendant la période où j'étais assistant juridique, il y a beaucoup d'évolutions, mais il y a beaucoup aussi de contraintes aujourd'hui pour ce public primo-arrivant. Il faut leur permettre de pouvoir bénéficier d'un accompagnement très bien spécifique. Et ce n'est pas toujours facile pour ce public parce qu'il y a plusieurs contraintes, plusieurs obligations auxquelles ils doivent, ou plusieurs conditions qu'ils doivent remplir pour leur permettre de pouvoir obtenir une régularisation au sein de la Belgique. Ah oui. Vous êtes présent également en RDC. Exact. Avec une structure qui s'appelle le REPO. Donc c'est le réseau pour la paix, l'émergence, l'ordre social également. Ce concept a tout un réseau pour toutes ces notions. D'où vous est venue l'idée, par exemple, de monter cette structure? Oui, en fait,
Le GIRB travaille sur deux volets, donc je reviens encore sur le GIRB. Donc on travaille au niveau nord et au niveau sud. D'accord. Donc nous avons des projets qui sont financés par l'ONU Bruxelles International au niveau de Kinshasa. Et c'est comme ça que nous avons commencé à développer pas mal d'actions. Nous avons créé une petite usine de fabrication de savon, des formations en alphabétisation en partenariat avec des structures locales. C'est par la suite que j'ai fait un constat que, voilà, après la réalisation des projets que nous initions au niveau de Kinshasa, voilà, les projets s'étalent toujours sur une durée. Et ce qui arrivait souvent, il n'y avait pas un suivi par la suite. Et on a réfléchi avec l'équipe du GIRB, on s'est dit pourquoi ne pas mettre une structure sur pied au niveau de Kinshasa avec des jeunes pour pouvoir pérenniser les actions et continuer en fait les actions qui ont été mises sur pied grâce au GIRB. Mais la structure locale REPO aussi réfléchit sur d'autres projets mais avec des jeunes. Donc on essaie d'impulser aussi des jeunes à participer activement dans l'émergence de la RDC. Qui dit jeunes aujourd'hui dit défi. Exact. Et les jeunes en RDC sont confrontés à plusieurs défis, parmi lesquels le chômage, l'incivisme. Comment est-ce que vous, à travers cette structure, le REPO, vous arrivez quand même à aider les jeunes également? Et dites-nous un peu quelles sont les réalisations que vous avez faites avec la structure REPO. Par rapport aux défis, les jeunes aujourd'hui actuellement sont confrontés à plusieurs défis, comme vous venez de le dire. Avec le REPO, on a voulu pousser les jeunes à l'entrepreneuriat, donc pour essayer de solutionner le problème du chômage actuel auquel les jeunes sont confrontés. Donc, si on observe bien le fonctionnement ou les politiques mises en place en RDC, il y a souvent un manque d'encadrement ou d'accompagnement des jeunes, surtout au niveau de la création d'emplois. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est très peu en fait. Il y a aussi un autre problème auquel les jeunes sont souvent confrontés, c'est le problème de formation. Il y a manque de structures de formation et c'est comme ça que nous, avec le REPO, nous initions des formations que nous avons telles que dernièrement même, pas seulement des formations socio-professionnelles, dernièrement nous avons organisé des formations en sécurisme aussi qui est très important. Nous avons organisé des ateliers qui concernent directement les femmes, telles que pendant la période de la journée de la femme, pour sensibiliser les femmes par rapport à l'hygiène menstruelle. Donc il y a plusieurs actions qui sont mises sur pied avec les jeunes qui sont proposées par rapport aux réalités auxquelles sont confrontés des jeunes. Donc vu que ce sont des jeunes qui initient ces projets, donc ils sont toujours en contact avec les jeunes sur place, les jeunes au niveau local. Donc c'est comme ça qu'ensemble, ils réfléchissent sur les problématiques auxquelles sont confrontés les jeunes et ils réfléchissent sur des solutions ou des pistes de solutions et ils essaient de rencontrer même des politiques pour qu'ensemble, ils puissent réfléchir sur des actions concrètes pour venir en aide aux jeunes en difficulté. Et sont-ils réceptifs quand même à ce genre de projet? Est-ce que vous avez quand même un engouement? Il y a des jeunes qui viennent massivement participer à vos initiatives? Ah oui, oui, il y en a, mais bon, sauf qu'avec le Covid, on doit à chaque fois, lors de formation, réduire les nombres, mais la demande est liée. Elle est énorme. Mais c'est plutôt répondre à cette demande qui pose problème. C'est la raison pour laquelle je dis il faut une politique bien claire pour pouvoir accompagner ces jeunes. Et ça, aujourd'hui, il y a un déficit au niveau de la RDC. Donc c'est comme ça que, voilà, aujourd'hui, les ONG et les ASBL jouent, en fait, plus ou moins le rôle de l'État, avec les moyens de bord, les moyens minimes qu'on a, et surtout que ces structures dépendent des cotisations des membres. Donc vous voyez que les actions même que nous menons sont restreintes. On aimerait bien aller au-delà, mais bon, il n'y a pas un accompagnement de politique tel qu'on voit ici au niveau de l'Occident. Parce que même les politiques en fait, d'accompagnement de l'État vers les ONG ou les SBL, ça reste très opaque. Aujourd'hui, on se pose toujours des questions. Ou avoir des subsides pour pouvoir répondre à X ou Y demande des jeunes. Donc voilà, donc il y a tout un travail qui doit être fait avec cette structure, mais bon, on espère qu'il y aura des améliorations. En tout cas, ça, on espère que les politiques entendront en fait ce que nous, les jeunes, nous demandons et mettront en place une... Je vous sens très engagé parce qu'à la base, vous êtes PCA également oui. au sein du REPO, il faut le dire. Exact. Un jeune qui quitte la Belgique
et qui aujourd'hui se dirige vers la RDC, qui se dit bien, je vais en RDC. Quelles sont les motivations de toutes ces ambitions? Les motivations, d'abord mon origine, on ne peut pas oublier ça. Ça, c'est bien évident. Oui, il y a mon origine et vous savez, venir en aide ou apporter son savoir-faire, ce qu'on a pu acquérir au niveau de l'Occident, ramener ça dans notre pays, c'est très important. Je ne dis pas que dans nos pays, il n'y a pas de compétences, il y en a beaucoup. Mais je crois qu'aujourd'hui, je me sens aussi bien citoyen belge que citoyen congolais. Donc je crois que j'ai un devoir et une obligation de pouvoir apporter mon savoir-faire, que ce soit en Belgique et en RDC. Voilà ma motivation. Une motivation qui est tout à fait noble. Pour tous ceux qui nous suivent, effectivement, nous sommes avec Yves Katoumoué, qui est directeur de JRB, qui est une structure qui mène pas mal d'actions également dans la localité de Charleroi. Il est d'origine congolaise et il est également PCA de cette structure qui est dénommée REPO, qui est un réseau pour l'émergence, la paix et l'ordre social en RDC. Donc, vous qui suivez Caféine et qui vous savez que tous les jours nous vous présentons de nouveaux profils, Yves Katoumoué est un nouveau profil. C'est un jeune qui mène de grandes actions en RDC et c'est aussi ça la mission de Caféine. Caféine vous présente des jeunes qui sont très actifs parce que nous voulons vous présenter un Congo qui émerge, un Congo qui va de l'avant et une Afrique qui prospère. Yves Katoumoué, alors, les ONG font un boulot souvent qui est censé être la tâche des politiques. D'où vient ce déficit? Par exemple, pour le cas de la RDC, vous êtes déjà sur le terrain et vous avez une petite expérience. Comment vous analysez cette problématique? Oh, les problèmes sont multiples au niveau de la RDC. Je crois qu'il y a aussi un problème de volonté, ça il faut le dire aussi. Mais il y a un problème aussi au niveau de la participation aussi des populations. Parce que je crois qu'il y a un manque de circulation d'informations, il y a un manque d'encadrement, comme je l'ai dit au début. Il y a un manque de formation aussi. Donc c'est ça qui cause en fait tous ces problèmes. Et il faut solutionner tous ces problèmes. Mais comment les solutionner? C'est ça la grande question. Qu'est-ce qui a été mis sur pied par les politiques pour pouvoir solutionner? Est-ce qu'il y a des politiques claires pour répondre à toutes ces problématiques? Là, je crois que chacun de nous va essayer de répondre à cette question. On en reviendra. Alors finalement, vous n'allez pas vous arrêter à la structure REPO. Vous êtes au sein de la fondation John Kitungwa Amori. Vous êtes toujours en quête de soif. Pourquoi cette fondation et pourquoi porte-t-elle ce nom? Et enfin, je vous dirai également que fait cette fondation sur le terrain. Oui, comme vous venez de le dire, le nom déjà, Kitungwa, c'est un individu qui souhaite améliorer en fait, les conditions de vie de population, d'une population bien déterminée. Donc actuellement, nous œuvrons plus dans le Tanganyika, plus précisément à Kongolo. Donc c'est une fondation présente au Tanganyika. Exactement. Elle est vraiment présente au Tanganyika et nous avons déjà travaillé en partenariat avec cette fondation, donc le GIRB. C'est comme ça que j'ai rencontré M. John Kitungwa Amori qui a mis sur pied cette fondation. Et cette fondation souhaite développer en fait, ce territoire. Donc c'est comme ça que lorsqu'on m'a proposé de faire partie de cette fondation et j'ai vu les objectifs qu'il poursuivait, je me suis dit pourquoi pas. Et on a relevé les défis. Vous n'êtes pas un peu trop ambitieux à pouvoir porter toutes on va dire toutes ces responsabilités? Est-ce que ces responsabilités ne pèsent-elles pas pour vous? Les responsabilités, si elles le pèsent, je ne les porte pas seul. Et c'est ça, en fait, l'avantage que j'ai, en fait, vis-à-vis d'autres personnes. J'ai toute une équipe derrière, que ce soit au GIRB, que ce soit au REPO, et que ce soit au sein de la fondation FJK. Il y a toute une équipe derrière moi que je tiens d'ailleurs à saluer et à féliciter pour le travail qu'ils abattent. Donc, on mène des actions avec des individus qui sont eux-mêmes soucieux, au fait, de l'amélioration des conditions de vie des populations. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est pas si difficile ou si compliqué pour moi de pouvoir mener ces actions. Alors concrètement, avec la fondation FJK, qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Est-ce que vous savez nous expliquer plus ou moins les grands projets qui se font, les grandes réalisations également? Okay. Avec la fondation John Kitungwa Amori, c'est une fondation qui existe depuis maintenant, je dirais, 7 ans maintenant. Et la fondation a déjà mené pas mal d'activités.
tels que dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage, dans le domaine communautaire, avec la construction des maisons. Aujourd'hui, la Fondation a introduit la viande de bœuf sur le marché au sein de Congolo ce qui n'existait pas bien avant. Et on a deux grands projets que nous sommes en train de mener. C'est la construction d'une unité de purification d'eau. Donc c'était une structure vraiment afin de répondre au fait aux problèmes que nous avons rencontrés lorsque nous sommes arrivés au niveau de Congolo. Il y avait une épidémie de choléra. Et nous avons réfléchi avec l'équipe pour savoir comment réduire le taux de contamination du choléra ou réduire aussi surtout la mortalité au sein de cette population. C'est comme ça que nous avons réfléchi à l'unité de purification d'eau. Et il y a d'autres projets aussi que nous allons mettre sur pied, mais il y a aussi la construction des écoles, pour ne pas oublier, et la construction d'un centre de santé. Vous avez déjà entamé? Oui, on a déjà construit quelques écoles. Il y a un centre de santé qui va bientôt finir. Et il y a l'unité de purification d'eau, comme je l'ai dit, parce que voilà, on part de zéro, on part de rien. Nous sommes vraiment des pionniers, en fait. Et tous les investissements que nous apportons au niveau de Congolo, au niveau du Tanganyika, c'est pour attirer, au fait, d'autres personnes. Essayer de mettre en confiance d'autres investisseurs pour leur montrer, voilà, c'est possible, même si actuellement, il n'y a peut-être pas des structures ou des entreprises au niveau local, mais nous nous sommes dit, voilà, nous allons être le pionnier, montrer l'exemple, et nous espérons que d'autres personnes vont nous suivre dans ces investissements qui sont, je dirais que ce n'est pas toujours facile, parce que voilà, il n'y a pas toujours les infrastructures qui nous permettent de mettre sur pied ces projets, mais voilà, nous croyons et nous mettons sur pied tout ce projet. Jusqu'à ce jour, oui. Quand vous retournez souvent en RDC, quelle est la perception que vous avez, vous, de la condition de vie du citoyen congolais, que ce soit au Tanganyika, que ce soit à Kinshasa et dans les autres localités que vous fréquentez également? Je crois que la perception que j'ai du citoyen congolais, le citoyen congolais mérite mieux. Cette population mérite vraiment mieux. Et je crois qu'ils ont tout, au fait, à disposition pour vivre dans de meilleures conditions. Mais malheureusement, lorsqu'on observe, au fait, les conditions dans lesquelles ils vivent, conditions de précarité très avancées, ça me rend triste, en fait. C'est la raison pour laquelle, en fait, nous œuvrons, en fait, et nous réfléchissons sur des solutions, des pistes de solutions pour pouvoir venir en aide et donner, en fait, les moyens à cette population pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir devenir des citoyens actifs et participer de manière active à l'amélioration de leurs conditions de vie. Absolument. Pour vous qui nous suivez également, vous êtes dans Caféine, le café de l'actualité, et nous sommes avec Yves Katumbi qui est avec nous, qui est un grand acteur pour le développement tant de la RDC, et il est très actif également au niveau de la Belgique à travers la structure JRB également, qui est une structure qui opère à Charleroi. Est-ce que la structure JRB va juste évoluer à Charleroi ou est-ce qu'elle va s'implanter un peu plus au-delà de Charleroi ou dans d'autres structures La structure JRB œuvre déjà à Kinshasa. D'accord. Oui, l'œuvre déjà à Kinshasa. Comme je l'ai dit tout au début, il y a pas mal d'actions qui sont déjà menées, hein, même dans certains quartiers de Pakadjouma. Il y a des formations qui sont organisées au niveau de Kinshasa, au niveau de Pakadjouma. On a travaillé au niveau de Yolo, on a travaillé, ce sont des quartiers au fait, hein, où on rencontre des personnes qui vivent dans des situations très difficiles. Donc le JIRB œuvre pas seulement en Belgique, mais on œuvre aussi en RDC. Mais pour revenir à ta question, si on souhaite ou on envisage se développer sur d'autres territoires de la Belgique, on aimerait bien, mais l'avenir nous le dira. C'est bien en vue. Avec la Fondation FJK, vous êtes dans la sensibilisation pour les maladies endémiques, les maladies infectieuses également, pour la sensibilisation pour la lutte contre le VIH-Sida. Comment est-ce que les campagnes se passent sur le terrain? Est-ce que vous avez quand même, vous arrivez à atteindre quand même des objectifs assez nets dans le cœur des populations? Est-ce qu'elles sont très réceptives, comme je l'ai dit bien au début, parce que le sida est encore présent? Et en quelques termes, comment est-ce que les campagnes se font? Oui, vous savez, le milieu dans lequel nous travaillons, ce n'est pas toujours très facile parce que
il y a certains sujets actuellement, pour certaines populations, sont des sujets tabous. Donc il faut vraiment bien réfléchir sur comment aborder certaines thématiques. Donc il y a des approches un peu particulières que nous mettons sur pied pour pouvoir sensibiliser ces populations. Mais heureusement, elles comprennent, elles sont réceptives aux messages que nous passons, et même par rapport à la pandémie du Covid. Hein. Parce que voilà, en arrivant sur place, la plupart de cette population disait que voilà, le Covid, c'est seulement pour l'Occident. Ce n'est pas une maladie qui peut toucher les Africains. Mais non, il fallait leur expliquer. Il faut traduire dans la langue, surtout dans la langue qu'ils parlent, pour pouvoir leur faire comprendre. Et c'est tout ce travail acrobatique que nous devons faire pour pouvoir échanger et comprendre aussi leurs mœurs, leur façon de réfléchir et de fonctionner. Et c'est seulement comme ça, et avec tout le temps que nous passons sur place, ça nous permet de leur comprendre, de comprendre comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils réfléchissent, comment est-ce que leurs conditions, comment est-ce que, dire comment est-ce qu'ils vivent. C'est ça qui nous permet de mieux toucher cette population. Les difficultés auxquelles vous êtes confrontés en grande quantité, est-ce que vous avez des partenaires? Vous avez un besoin de partenaires? Je pense que c'est très important quand même de nous le dire. Oui. Les partenaires, on en a besoin parce que le travail il est immense. La RDC, que ce soit en Belgique, que ce soit en RDC, le besoin il est immense. Même en Belgique, vous savez qu'on n'arrive pas toujours à répondre à tous les besoins en fait, des populations, telles que les populations immigrées ou bien des populations vivant dans des conditions très difficiles. Et qui diront-nous de la RDC? Qui dirons-nous de nos pays? C'est ça toute la difficulté. Donc les partenaires, on en a besoin. Dans tous les secteurs, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit dans le domaine de la formation, voilà, de nouvelles technologies. Voilà, on a besoin de partenaires. Voilà, nous, on laisse toujours les portes ouvertes. Et c'est comme ça même que nous travaillons, en fait, que ce soit en Belgique, que ce soit en RDC, nous travaillons en réseau. Et voilà, parce qu'en réseau, chaque partenaire rapporte un plus par rapport à son domaine de compétences. On va parler de la diaspora. Oui. Vous qui êtes la diaspora, vous œuvrez déjà au niveau du pays, en RDC. Est-ce que vous pensez que la diaspora a encore pas mal de choses à exploiter? Quelles sont les pistes que la diaspora devrait encore exploiter jusqu'ici pour pouvoir être vraiment présente et active au niveau du pays? Je crois que la diaspora a un grand rôle à jouer au niveau du pays, parce qu'ils sont les plus entendus aussi, bizarrement. Surtout au niveau de l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut savoir que dans nos pays, en fait, le problème qui se pose, on nous a habitués ou on nous a enseigné, ou peut-être le cursus scolaire, hein, qui nous a poussé à croire que voilà, pour mieux vivre ou bien pour travailler, il faut être dans un bureau. On néglige le travail de terrain. Ou bien il faut travailler dans une institution publique pour trouver un emploi. Et on néglige en fait le côté entrepreneuriat. Et je crois que la diaspora a déjà bien compris cela. Et je crois que le fait que la diaspora reparte vers nos pays et enseigne et crée des structures ou des entreprises ou des PME, je crois que ça peut permettre de répondre aux besoins au niveau local. Donc voilà la participation de la diaspora donc, au niveau local. Très souvent, les jeunes qui quittent la diaspora pour aller travailler au pays cachent souvent une ambition politique. Ils se disent, bon, on va commencer dans le social pour finir en politique. Est-ce que ce ne serait pas également votre intention demain de finir politique ou comme étant un acteur très actif au moins dans le social au niveau de la RDC? Je crois que la plupart des jeunes, les gens connaissent pas mal, qui sont rentrés au pays, qui n'ont pas nécessairement, qui ne travaillent pas nécessairement ou qui ne font pas nécessairement la politique. Mais cela n'est pas interdit. Parce que j'ai une vision aussi du politique bien particulière. Quelle est la vision? Bien particulière, pardon. Donc pour moi, un politique doit émerger de la société civile. Parce que je me dis qu'un acteur de la société civile, c'est une personne ou un individu qui sait réfléchir sur les solutions auxquelles est confrontée la population. Donc, un acteur de la société civile réfléchit sur des solutions. Et pour moi, un politique qui vient de la société civile, je crois que ce politique, il sera mieux armé pour répondre aux besoins de la société. Mais les ambitions politiques, est-ce que je dois les critiquer? Non, peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont des très bonnes intentions et il y en a d'autres qui veulent juste, voilà,
Ils se disent qu'ils vont s'enrichir en politique, mais normalement, on ne devrait pas s'enrichir en politique. Normalement, un politicien devrait être un serviteur. Et malheureusement, il y a d'autres réalités. Mais on ne peut pas dissocier, en fait, tout ça, et je ne peux pas condamner ceux qui ont ces ambitions. Et s'il vous fallait donner quelques pistes, plus ou moins, de solutions aux politiques qui vont nous suivre également, qui vont suivre cette émission, quelles sont les grandes lignes de vos propositions? Les grandes lignes de mes propositions, c'est surtout améliorer l'accompagnement des jeunes au niveau de la formation socio-professionnelle et au niveau de nouvelles technologies. Aujourd'hui, le monde fonctionne ou se développe grâce au niveau de nouvelles technologies. Donc, pour moi, la formation socio-professionnelle reste le moteur du développement. N'oublions pas qu'un pays tel que la RDC en rencontre plus ou moins 65% de la population est jeune. Mais que font ces jeunes? Et dit-on pas que l'avenir d'un État dépend de sa jeunesse? Et ces jeunes, s'ils sont bien formés, ces jeunes, s'ils sont bien encadrés, je crois que c'est ça qui va favoriser l'émergence de nos États. Et c'est les recommandations que je fais en fait aux politiques, c'est de pouvoir vraiment se pencher sur ces jeunes, pouvoir les accompagner et de pouvoir les écouter. Parce que voilà, je crois qu'ils ont un plus à apporter. Ils ont aussi une expertise, surtout par rapport aux réalités auxquelles ils sont confrontés. Quand vous allez souvent au pays, est-ce que les jeunes viennent vous parler? Est-ce qu'ils viennent vous témoigner quand même de leurs difficultés? Vous écoutez quand même les jeunes quand vous êtes au pays? REPO est constitué des jeunes. La structure REPO, c'est une SPL dirigée, organisée par des jeunes. Donc, pour dire que voilà, les jeunes sont actifs, mais il n'y a pas des cadres, en fait. Il n'y a pas le soutien. L'obtention des subsides ne sont pas aussi clairs comme ici. Tout est opaque. Voilà, il n'y a pas un accompagnement en fait mis sur pied. Il n'y a pas de politique claire pour cette jeunesse. Et c'est un peu ça la problématique auquel sont souvent confrontées toute cette jeunesse, la jeunesse congolaise. Voilà, la jeunesse congolaise, il faut investir, il faut également apporter autant d'éléments. C'est un digne fils de la diaspora qui nous donne des idées, qui nous donne des pistes parce qu'il n'est pas seulement un bon parleur, mais c'est quelqu'un qui a déjà eu une expérience sur le terrain à travers 3 structures, oui, 3 structures. Une structure qui est basée ici en Belgique, également 2 autres structures qui sont basées en RDC. Est-ce que vous touchez quand même le secteur de l'agriculture? Oui. Et qu'est-ce qui a été fait quand même sur le domaine de l'agriculture? Nous avons cultivé le maïs, nous avons cultivé le soya, mais la grande problématique en fait dans le secteur dans l'agriculture, c'est les voies de communication, des certes agricoles. Aujourd'hui, il y a pas mal de cultivateurs qui produisent, mais ils ne savent pas approvisionner les grandes villes. Ça, c'est le cas du Tanganyika, par exemple. Oui, il ne faut citer que le Tanganyika où j'ai passé beaucoup plus de temps. Oui. Mais je crois que c'est le même problème qu'on retrouve dans Un peu partout. tous les autres territoires en RDC. Il y a juste des petits coins, en fait, des petites contrées qui sont légèrement développées, mais le reste, mais les voies de communication sont inexistantes. Et je crois que pour un pays tel que la RDC, sans amélioration de voies de communication, on ne sait rien faire. Ce pays ne pourra jamais se développer si on n'améliore pas les voies de communication. Et même, nous pouvons produire autant de quantités d'aliments que nous voulons, mais comment les acheminer vers les zones ou les territoires dont on a besoin? C'est toute la question. Et je ne sais pas si on réfléchit vraiment sur tout le potentiel ou bien tout le potentiel qu'il y a en améliorant les voies de communication. Ça va créer de l'emploi, pas seulement pour les agriculteurs, mais ça va créer aussi de l'emploi pour les personnes qui vont entretenir cette route. Mais en même temps, il y aura des échanges qui pourront être effectués. Ça va permettre, favoriser la création d'entreprises aussi qui peuvent commercialiser ou échanger de produits dans ces différents territoires. Donc voilà, il y a tout un mécanisme qui peut être mis sur pied si on améliore les voies de communication en RDC.
Comment vous voyez la RDC dans 5 ans? Dans 5 ans, si et seulement si nous nous mettons au travail, s'il y a une politique claire en 5 ans, la RDC peut vraiment émerger et aller devenir un État ou devenir un État qui peut répondre aux besoins de sa population. Mais si et seulement si nous ne bougeons pas, si nous ne faisons rien, dans 5 ans, la RDC sera toujours ce qu'elle est. Mais j'espère que, et moi je crois, avec l'implication de la jeunesse, dans 5 ans, la RDC sera un pays émergent et sera un pays qui pourra être compté parmi les grands. La RDC sera un pays émergent, effectivement, et c'est ce que nous allons vous présenter à travers les projets que réalise Monsieur Yves Katumwe ainsi que toutes ces structures qui ont été évoquées. Vous allez les voir au cours de cette émission également à travers des images illustratives. Vous allez voir le travail qui se fait. C'est un travail géant qui se fait sur le terrain, tant au niveau du Tanganyika et dans d'autres contrées, effectivement. Alors, un dernier mot finalement pour tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui vous découvrent également à travers toutes vos structures, pour ceux qui veulent vous contacter, comment font-ils? À travers les réseaux sociaux et à travers le site internet des différentes structures, donc vous pouvez directement nous atteindre. Et en général, pour ce qui n'a pas été évoqué, un dernier mot que vous avez sans nul doute envie de dire à l'ensemble des populations qui vont nous suivre au niveau de Kinshasa, au niveau du Tanganyika, au niveau du Kivu et bien d'autres contrées. En fait, nous, on reste ouverts. Je crois que la RDC a besoin de la participation de tous. On a vraiment besoin. Chacun de nous peut apporter une pierre, en fait, pour le développement de ce pays. Parce que la RDC est encore un chantier. Donc, chacun de nous peut apporter son expertise. Je sais que ce n'est pas facile. C'est d'ailleurs très compliqué. Mais si chacun de nous rapporte son expertise, je crois que ce pays peut, dans quelques années, atteindre, pourquoi ne pas rêver, devenir comme Dubaï. Parce que, voilà. Donc, mais pour ça, il faut l'implication de chacun de nous. Il faut se soucier et une participation active au développement de ce pays. Donc voilà un peu mon dernier mot. J'aurais dit que pour moi, ça aurait été la dernière question, mais j'ai une question qui me vient encore à l'esprit. Est-ce que vous travaillez avec beaucoup de femmes? Est-ce qu'il y a une participation massive des femmes dans tout ce que vous faites? Exactement. Si je parle du secteur agricole, on dirait que voilà, ça sera un peu, là on risque de dire que on caricature un peu. Bon, je ne parlerai pas seulement du secteur des femmes, mais tel qu'au niveau de Kinshasa, nous formons beaucoup de femmes. Et si je peux même dire, nous travaillons plus avec les femmes. Nos formations sont plus destinées aux femmes au niveau de Kinshasa avec le GIRB et nos partenaires locaux. Donc, je crois que les femmes ont un rôle à jouer dans l'amélioration des conditions de vie et les femmes jouent toujours un très grand rôle dans la société. Ce sont les mères, ce sont nos sœurs et c'est elles en fait qui sont plus dans le secteur informel même au niveau de notre pays. Parce on rencontre souvent les femmes dans les marchés, c'est elles qui nourrissent leur famille. On les rencontre souvent au niveau agricole, dans le secteur de l'élevage. Elles sont un peu partout et elles sont multitâches. Parce que moi, comme toi, c'est pas toujours facile. Hein. S'il faut se réveiller le matin, préparer les enfants, réfléchir à ce qu'ils vont manger et puis aller travailler, on ne va pas se mentir que c'est très compliqué, c'est un casse-tête. Mais la femme arrive à le faire. Et je crois que l'émergence ou le développement de la RDC dépendra énormément de la femme. Encore une dernière, je pense que cette fois-ci ce serait la bonne. Les projets futurs que vous avez, quels sont vos projets futurs, vos ambitions futures? Oui. On veut vraiment se focaliser dans la formation. Je crois qu'il y a vraiment un réel besoin au niveau de formation, la formation socio-professionnelle. Donc dans les prochains mois, avec nos différentes structures, nous envisageons réaliser beaucoup de formations, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Kisangani, que ce soit à Goma ou à Lubumbashi, dans d'autres territoires. Nous souhaitons vraiment se focaliser sur la formation. Mais certes, il y a d'autres projets aussi que nous allons mettre sur pied, que dès que vous allez sur notre site, vous verrez toutes les informations nécessaires. Et vous êtes les bienvenus, en fait, venir et nous accompagner pour réaliser ce projet. Voilà, la formation, il l'a dit, c'est son fer de lance. Et je pense que c'est ce qu'il fait déjà sur le terrain.
Monsieur Yves Katumwe. Merci beaucoup d'avoir été dans Caféine et au plaisir de vous revoir très bientôt. Merci à toi, Marvin. Voilà, c'est la fin de cette émission. Comme nous l'avons toujours dit, Caféine, c'est le café de l'excellence et nous vous présentons des jeunes qui font un travail énorme, des jeunes qui contribuent au développement de leur pays. C'est le cas de notre invité aujourd'hui qui est Monsieur Yves Katumwe qui fait un travail remarquable en RDC. N'hésitez surtout pas de contacter ces structures et vous aurez les adresses qui vont défiler au bas de l'émission également, ainsi que les contacts et bien évidemment à la fin de cette émission. Je remercie toute l'équipe également du JRB qui nous a reçus à Charleroi parce que nous sommes à Charleroi également. Toute l'équipe qui est derrière la réalisation. Je remercie mon équipe également, Thierry Loukoussa à la réalisation, Lucille Niemwe qui est directrice de production et marketing, Harlem Moufankol qui est vice-CEO de Congo Café. Pour nous, on se dit rendez-vous sur www.congocafé.com et sur la chaîne YouTube Marvin Luti Lutonadio Caféine. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, au revoir.